Si vous regardez ce qui s'est passé cet hiver, il y a quand même eu beaucoup d'événements qui ont été extrêmement douloureux pour la communauté. Je pense par exemple aux propos de Guerlain sur France 2, des propos blessants, extrêmement durs. Il y a eu une mobilisation, mais cette mobilisation, c'était 50, 60. On est resté après à 10 devant la boutique Guerlain au bout de la deuxième ou troisième. Alors il faisait froid, c'était l'hiver. On peut comprendre aussi les gens qui ont plein de choses à faire. Elle vous a choqué cette phrase dans le journal d'Élise Lucet? Oui, un peu. Elle m'a choqué à tel point que, effectivement, pendant 5 ou 6 semaines, effectivement, on a tout fait pour essayer d'obtenir des excuses, pour essayer d'obtenir un peu plus que des excuses, c'est-à-dire un engagement de ne plus travailler avec Jean-Paul Guerlain, parce qu'ils disaient, eux-mêmes ont reconnu que c'était intolérable, mais ils ont refusé jusqu'à très longtemps de dire on ne travaillera plus avec lui. Bon, il semble que dans les faits, quelques mois après. Qu'est-ce qui a changé réellement ? Alors, ce qui a changé réellement, c'est quand même dans les médias, il y a une nouvelle visibilité. On ne peut pas dire aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans... Parce qu'il y a eu un scandale, on ne peut pas dire aujourd'hui... C'est toujours des cautions, non ? Oui, vous avez en grande partie raison. C'est-à-dire qu'on a combattu pour qu'il y ait une visibilité de tous dans les médias, mais maintenant il faut aussi combattre sur les contenus. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un journal télévisé présenté par un ultramarin, etc., mais que dans le contenu, les préjugés véhiculés sur les ultramarins soient les mêmes. C'est tout à fait envisageable, ça. Donc c'est pas qu'une question de visibilité, c'est aussi une question de traitement de l'information, de comment on traite cette information. Et surtout, l'important, c'est comment on fait en sorte que les territoires et les départements d'outre-mer soient au cœur de la relation tout le temps, pas de manière exceptionnelle. Regardez au cours des dernières années ce qui s'est passé. L'accident d'avion en 2005-2006, on en parle. La mort de Césaire, les 44 jours de grève. Donc c'est que des événements exceptionnels qui fait que tout d'un coup, on découvre Mayotte. Actuellement Mayotte. Mais bon, c'est pas non plus à la une de tous les médias nationaux. Mais simplement, c'est simplement comme exception que tout d'un coup ça surgit dans l'information. Ce qu'il faudrait, c'est que au quotidien, la relation entre l'Hexagone et les ultramarins soit présente. Je vous donne un exemple tout bête, mais qui serait rien à faire, que pour la météo, par exemple, tous les jours, tous les hexagonaux voient qu'il y a la Corse, mais qu'il y a aussi la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane. Est-ce que c'est ça qui est le plus important ? Et si les élus politiques eux-mêmes, ultramarins, ne montent pas au créneau, comment voulez-vous effectivement que, c'est une question que je pose, que tous ceux qui sont ici et qui travaillent au quotidien sur leurs propres problématiques au niveau national prennent en compte toutes ces dimensions alors qu'ils ont tant à gérer ici? N'est-ce pas une responsabilité des ultramarins eux-mêmes et également de leurs élus politiques? Oui, mais la responsabilité. Après, à partir du moment où on dit les, que ce soit les ultramarins, les noirs, les blancs, les ceci, cela, dès qu'on fait des généralités, on tombe forcément un peu dans l'excès. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui essaient de faire des choses. Donc simplement, plutôt que regarder... Ils ne parlent pas suffisamment fort. Ça veut dire simplement, plutôt que regarder... Vous savez, moi, je me souviens, on revient sur Guerlain, la première manifestation ou la deuxième, j'avais 2 journalistes qui étaient là et qui me disaient « Où il est votre ami Lilian Thuram ?» Mais je dis, mais plutôt que vous demander où il est votre ami Lilian Thuram, peut-être il s'engage sur des causes, là il n'est pas là aujourd'hui, il sera peut-être là demain, mais plutôt que vous posez cette question de qui n'est pas là ou qui ne fait pas quoi, faites, agissez. Enfin, vous pouvez, chacun, on a tous une tête, 2 bras, 2 jambes, il faut compter sur personne que soi-même et se battre. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'effectivement chacun n'a pas une responsabilité un petit peu plus poussée à avoir? Ce ne sont pas des généralités, c'est juste aussi des réalités. On est tout à fait d'accord. Chacun a sa responsabilité. Dernière question. Dernier aspect de cette émission, la couleur de peau de Barack Obama a changé l'Amérique? Non, c'est pas une couleur de peau qui change qui change une politique dans un pays. Mais l'élection de Barack Obama, c'est pas la cause d'une évolution, c'est la conséquence d'une évolution. Cette Amérique, il y a quelques années, on la voyait comme une Amérique black d'un côté, white de l'autre. Une Amérique blanche et noire. Je vous donne quelques chiffres. Aujourd'hui, vous avez, depuis 10 ans, 32% de métis en plus dans la population. Ce qui fait qu'en 2050, un quart des Américains seront métis. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une Amérique qui devient une Amérique, comme le dit un de mes confrères américains, une Amérique beige. Non plus une Amérique black or white, mais une Amérique beige. On est toujours sur une histoire de couleur, économiquement parlant, socialement parlant. Qu'est-ce que ça a changé réellement dans la vie des Américains? Vous savez, souvent, on a eu la vision d'une Amérique
d'une France métisse, formidable, tout va bien, et puis d'une Amérique avec des juxtapositions de communautés. Il y a les Noirs d'un côté, il y a les Blancs de l'autre, il y a les Hispaniques, et ils ne se parlent jamais. Ben, la réalité du chercheur, même si ça ne fait pas plaisir, moi j'analyse les chiffres, c'est que cette Amérique, elle est en voie de créolisation, de mixité, de métissage, tandis que la France, souvent, elle est en voie du contraire. Hein, quand vous regardez les quartiers français, vous avez de plus en plus des écoles d'un côté, des écoles de l'autre, et vous avez socialement des différences qui recoupent aussi des différences ethniques, etc. Donc l'Amérique n'est pas parfaite, et très loin de là, mais vous avez des évolutions notables. La France, ça ne va pas dans le bon sens. Donc la vraie question de notre pays, pour moi, c'est la question de la mixité. Le mot « vivre ensemble » est le mot qu'on retrouve le plus dans les discours de nos hommes politiques. Mais vivre ensemble réel, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, par exemple, je finis sur une proposition, que tout logement, quand vous créez un programme immobilier de plus de 10 logements, eh bien vous prévoyez 30% de logement social. Ça veut dire que là, concrètement, la France dans 5 ans, dans tous les logements, vous aurez des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des pauvres, des riches. Si on n'est pas capable de ça, alors on enlève le mot « vivre ensemble » des discours. Et qu'on dise très clairement, non, vivre ensemble, c'était juste du baratin. Mais si on est capable de ça, il faut le faire maintenant. Il y a des gens qui pensent que c'est dangereux ce que je propose. Moi, je leur dis que c'est plus dangereux de vivre séparés et inégaux. Merci beaucoup François Diorper d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de Face à Face. Je vous laisse en compagnie de Gustino et Estelle. Bonsoir.